à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Donc bienvenue à ce débat. Climat de points, avantages et inconvénients du journalisme d'engagement. Une question qu'on va aborder avec nos intervenants. Donc je vais d'abord les présenter en rentrant un petit peu tout de suite dans le vif du sujet. Et après, on essayera, je vois que vous êtes nombreux, on essayera de réserver quand même une vingtaine de minutes aux questions, à vos questions, aux questions de la salle. Vous pourrez échanger avec nos invités. Donc, on va commencer peut-être par Véronique Badetz. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes chef de la rubrique environnement du magazine Pèlerin. Hebdomadaire, on dit. Pardon? Hebdomadaire, le Pèlerin. De l'hebdomadaire Pèlerin, du groupe Bayard Presse. Ça fait 10 ans maintenant. Est-ce que vous pouvez nous parler de la naissance, la création de cette rubrique et aussi peut-être de l'engagement du titre Pèlerin sur ces questions? Direct, d'accord. Très bien. Donc Pèlerin, d'abord, c'est un hebdomadaire, c'est le plus vieux magazine en France. Enfin, voilà, il a presque bientôt 150 ans. Donc c'est juste pour dire qu'il y a il a une longue histoire. Et l'environnement est arrivé petit à petit, évidemment, et surtout à partir des années 2010. A été traité. J'étais vraiment là au tout début où la rubrique a pris une importance. D'abord avec évidemment la COP de Copenhague, la fameuse COP qui a été un échec. Et puis il y a eu l'encyclique du pape. Donc le Pèlerin, c'est très important de comprendre que c'est donc un journal confessionnel, enfin d'inspiration chrétienne. Et donc dans la question de l'engagement, il y a évidemment la ligne éditoriale et le lien avec les positions de l'Église. Donc 2015, c'est la publication d'une encyclique du pape François sur l'écologie, Laudato Si', et qui a été un peu un nouvel élan sur ces thématiques pour le titre, dans l'engagement du titre, on va dire. Voilà. Et depuis 2019, j'anime une rubrique qui s'appelle Notre Terre à tous, 2 pages toutes les semaines pour en fait proposer des gestes en faveur de la planète, des éco-gestes ou des gestes citoyens inspirés d'une phrase de l'encyclique Laudato Si'. Voilà. Un exemple peut-être concret, une des dernières rubriques, une des dernières idées. Là, s'il y avait, tout simplement, et si on arrêtait l'eau en bouteille, alors quel rapport avec un texte du pape? Et ben simplement la culture du déchet. Le pape François dénonce la culture du déchet. Voilà, donc arrêter l'eau en bouteille, ça fait partie des. Donc on décrit des situations, comment faire pour se passer de l'eau en bouteille. On est en France un des premiers consommateurs au monde d'eau en bouteille. Donc ça demande toute une réflexion sur soi, sur sa pratique. Voilà. D'accord. François Pitrel. Donc, bonjour. Bonjour. Tu es journaliste environnement sur BFM TV. Vous vous intéressez aux questions environnementales depuis la COP21, donc à peu près 2015. D'abord en tant que journaliste reporter de terrain, et maintenant vous êtes chroniqueur en fait environnement sur ces questions. Quelle est l'identité de ce poste et de cette rubrique dans une chaîne d'actu comme BFM TV? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? En fait, ce qui est vrai, c'est que c'est pas forcément la priorité de ma chaîne, c'était ma priorité à moi. C'est-à-dire que ça fait longtemps que ça m'intéresse, ces questions-là. J'ai travaillé au corps, mes rédacteurs en chef, mes collègues, pendant longtemps sur ces questions. Et sans avoir d'attribution sur la question environnementale, écologique, climatique, j'essayais de proposer un maximum, et c'est le cas de pas mal de mes collègues, même si on n'est pas dans une rubrique, on peut proposer des sujets sur les questions environnementales, et on en tourne et on en fait régulièrement. Mais l'ampleur du sujet et l'importance du sujet faisait qu'il me semblait nécessaire, comme on a des spécialistes de la question politique, de la police-justice, que ça manquait. Or, c'est vrai que ce n'était pas forcément dans la culture de mon média. C'est-à-dire qu'au début, la création de BFM TV, l'idée c'était d'avoir un pool de reporters un peu tout-terrain qui pourrait partir sur toutes les actualités, quelles qu'elles soient. Et étant donné qu'on n'est pas le journal Le Monde, que l'idée c'est de donner les premiers éléments d'information, les premiers faits sur un sujet donné, ça ne nécessitait pas forcément de formation particulière, à part celle de journaliste, c'est-à-dire de savoir de qu'est-ce qu'on parle, de faire attention à ses sources, etc.
Mais là, l'importance du sujet et la question environnementale devenant de plus en plus polémique, ça me semblait nécessaire d'avoir, quand on a des plateaux télévisés avec des gens qui sont très pour le glyphosate, très contre le glyphosate, d'avoir une sorte de maître loyal qui puisse dire juste les faits scientifiques ou les faits quels qu'ils soient. Et ça manquait, parce que la culture scientifique des journalistes généralistes aujourd'hui n'est pas suffisante. Ils n'ont pas le temps, mes collègues, de savoir aussi bien parler de l'Afghanistan, de la question migratoire en France, ou, je ne sais pas moi, de la question climatique, ou de ce qu'il faut savoir de la primaire écologiste des Verts. Ils ne peuvent pas être omniscients. Et forcément, dans un débat où il y a deux personnes qui s'opposent sur ces questions peut-être parfois trop techniques, hein, mais je prends l'exemple du glyphosate, mais il y en a plein d'autres, et ben, du coup, ils sont un peu largués et ils ne savent pas détecter les erreurs ou les fake news qui peuvent être balancées par une partie ou l'autre. Donc voilà, ça me semblait nécessaire. J'ai réussi, à force j'ai un peu harcelé mes chefs pendant des années, j'ai réussi à obtenir ce poste de spécialisé sur les questions d'environnement, avec voilà, un petit bémol qui fait que c'est depuis le début de la pandémie, j'ai été basculé sur la question surtout du Covid, étant donné les besoins de l'antenne sur cette question-là, et que j'ai essentiellement depuis 1 an et demi parlé des questions de Covid et dans un pool de reporters santé et un petit peu environnement. Voilà, j'ai beaucoup moins traité la question parce que le format de ma chaîne l'imposait. D'accord. Et du coup, il n'y a pas trop d'autres journalistes qui ont un peu pris votre place sur ces questions. C'est vous qui restez Non, malheureusement, c'est pas encore devenu. J'ai pas encore eu le temps, peut-être, d'instaurer vraiment un poste nécessaire de me faire remplacer quand je ne suis pas là, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est pas encore dans un média généraliste tel que le mien encore une priorité. Mais je pense que ça prend du temps, mais ça va venir. Et c'est lié aussi à la culture peut-être de mes supérieurs hiérarchiques, de leur âge, de leur culture à eux et de l'audience à laquelle nous on fait face. C'est-à-dire que l'audience d'une chaîne d'information en continu aujourd'hui, elle est très âgée, de la télévision en général. On ne s'adresse pas aux jeunes. En fait, on devrait, mais le problème est que nous avons un audimat qui a une 60aine d'années de moyenne d'âge. Et donc pour qui ces questions-là n'est pas forcément une priorité, en tout cas quand on regarde d'un point de vue macro, c'est pas forcément leur priorité. Donc pour mes chefs, c'est pas forcément une évidence d'aller vers ces sujets-là. Or, les grosses polémiques, on en reparlera, qui peuvent permettre d'en parler. D'accord. Je passe ensuite à Karine Maillot. Donc, vous êtes secrétaire générale de l'Association des journalistes écrivains pour la nature et l'écologie. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter rapidement cette association, cette organisation ? Oui, tout à fait. Donc, les JNE, journalistes écrivains pour la nature et l'écologie. Donc, c'est une association qui existe depuis plus de 50 ans maintenant et qui s'est créée à un moment où des journalistes ont ressenti le besoin de se regrouper pour parler de la destruction de la nature. C'était quelque chose dans les années 69 qui leur semblait important à une époque où la voiture prenait de plus en plus de place et on commençait à artificialiser à grande échelle la France. Donc voilà, donc cette association est née à ce moment-là. Et donc elle regroupe environ 200 adhérents de presse écrite, Internet, un petit peu radio et un peu télé aussi. Et donc aussi des écrivains qui sont souvent des chercheurs, des scientifiques du Muséum d'histoire naturelle. Voilà. Donc voilà l'association. Et je voulais aussi en savoir, que vous puissiez vous présenter un peu plus. Donc en tant que journaliste, vous avez en 2000 participé à une enquête qui a été publiée dans Ça m'intéresse et puis dans le JDD, il me semble, à propos de cancer pédiatrique à Vincennes, qui était apparu chez des enfants d'une école maternelle de façon assez importante et qui avait été, en tout cas, ce sont des faits et des données qui avaient été mises en avant par un lanceur d'alerte. Et je trouvais ça intéressant que vous nous racontiez un petit peu cette enquête qui avait eu lieu en 2000. Donc on était quand même un peu aussi au début de ce phénomène des lanceurs d'alerte et des alertes qui avaient lieu, qui étaient lancées sur ces questions-là, environnement, santé.
Oui. Oui, c'était effectivement un moment où les commençait à avoir des lanceurs d'alerte, mais on s'interrogeait beaucoup sur la protection des lanceurs d'alerte. Eh bien, j'ai eu donc vent de cette affaire d'histoire, de cette histoire malheureuse d'enfants, de 3 enfants, puis 4, qui avaient des cancers dans la même école maternelle, ce qui est assez rare. Et il se trouve que cette école maternelle était située sur une ancienne usine Kodak. Et il se trouve que dans les années 2000, c'était le moment où l'État commençait à répertorier les anciens sites industriels. Il faut savoir que dans toutes nos villes, toutes nos villes sont bâties sur des sites, beaucoup de sites industriels, des bâtiments. On en a croisé encore ce matin en venant ici à MAM. Et donc, il y a des répertoires de sites industriels qui peuvent être potentiellement pollués. Et donc, quand on a 3 enfants qui, dans une même école, on développe des cancers rares, on se pose la question de savoir ce qu'il y avait avant, ce qui a pu les provoquer. Donc, on ne sait jamais vraiment ce qui provoque un cancer. Mais enfin, ce que j'ai pu montrer en tant que journaliste, en regardant les archives départementales, c'est qu'il y avait dans cette usine Kodak il y avait eu beaucoup de pollution avérée et donc la DRIR, la direction qui s'occupe de la protection de l'environnement, avait plusieurs fois remonté les bretelles de Kodak parce qu'il y avait de la pollution. Donc on sait qu'on a eu d'un côté de la pollution et de l'autre côté des enfants qui ont eu le cancer. Et depuis, il y a une surveillance du sous-sol, notamment, pour éviter que ça se reproduise. Donc voilà, le journaliste, ça peut aussi conduire à prendre conscience de choses qu'on ignore. Très bien. Enfin, notre dernière intervenante, Masha Bino. Donc, vous êtes rédactrice en chef des médias Mouvement Up. Donc, ce sont des médias qui sont assez récents et qui sont adossés à une agence de communication ou préexistant. Enfin, vous allez nous expliquer un peu quelle est l'histoire et aussi, allez-y. Alors, pour vous expliquer, effectivement, je suis la rédactrice en chef du Mouvement Up. Le Mouvement Up, c'est un cross-média, en fait, donc un média papier, des conférences, un média digital et aussi des podcasts. On est spécialisé en information de solutions. Et effectivement, ces médias... Alors, le Mouvement Up est né en janvier 2020, sachant que, en fait, moi, je suis rentrée au Mouvement Up il y a 2 ans et demi, missionnée pour... il existait avant 5 médias que j'ai fait, en fait, venir sous une même marque qui s'appelle Mouvement Up, avec une volonté de complémentarité entre les médias, qui soient papier, digital, conférences et podcasts, comme je vous le disais. Et on a voulu aller plus loin, en fait, dans l'histoire et dans l'accompagnement sur les sujets de transition sociale et environnementale. C'est pour ça qu'on a créé une agence qui va travailler en B2B, donc vraiment avec des partenaires type entreprise, pour les accompagner dans les sujets de communication et les sujets de transition sociale et environnementale. Et on a même une 3e brique au Mouvement Up, qui est une équipe de développement de l'esprit critique aux médias. On a un département d'éducation critique aux médias, qui sont en fait des journalistes qui partent à la rencontre notamment des jeunes publics pour leur expliquer comment est-ce qu'on construit une information et surtout comment est-ce qu'on fait pour lutter. Donc c'est notre moyen à nous de nous impliquer pour lutter contre les sujets de complot, de fake news, etc. Vous avez abordé la question de l'information ou du journalisme de solution. Je ne suis pas sûre que tout le monde soit familier avec ce concept, même parmi les journalistes. C'est assez normal. Nouveau. Alors, nouveau, ça ne l'est pas tant que ça. Et pour le coup, je pense que l'association que vous portez peut clairement s'y référer. Par contre, on en parle de plus en plus. Ça, c'est un sujet. Donc, pour vous expliquer ce que c'est que l'information de solution, en tout cas, moi, comment je la définis, l'investigation de solution, c'est répondre à l'investigation classique des journalistes, c'est-à-dire répondre aux 5 questions du qui, où, quand, comment, pourquoi. Et c'est de répondre surtout à une 6e question qui est « et maintenant, on fait quoi ?» C'est-à-dire qu'au-delà du constat, on le sait tous, et je pense tous dans cette salle, notamment par la thématique qui porte les assises du journalisme cette année,
c'est qu'il y a une urgence climatique, qu'il y a une urgence sociale auquel il faut répondre. Nous, les journalistes, on a aussi notre part du chemin à faire, et notamment dans l'information du grand public. Et donc, on essaie, au travers de nos différents canaux médias, de répondre au « et maintenant, on fait quoi ?» Et donc, on va à la rencontre des acteurs du changement, on va à la rencontre de gens qui ont des solutions pour endiguer des problèmes, que ce soit au bout de votre rue, jusqu'à des initiatives qui sont internationales, que ce soit des individus, jusqu'à l'association, jusqu'à une institution politique ou publique. D'accord, merci à tous pour ces présentations. Je propose là qu'on en vienne directement à l'intitulé du débat et qu'on fasse peut-être un tour de table. On n'a pas de table, mais on peut quand même faire un tour. Voilà, je vais poser la question directement. Si chacun à votre tour, vous pouviez évoquer, développer un petit peu ce thème, donc sans les avantages et les inconvénients du journalisme d'engagement dans ces questions liées au climat et peut-être plus largement toutes les questions liées à l'environnement. Karine, vous voulez commencer ? Oui, alors, nous, notre association, c'est journalistes écrivains pour la nature et l'écologie. Donc, rien que dans notre intitulé, on voit qu'il y a une forme d'engagement pour. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, cette association s'est créée pour défendre les questions environnementales, c'est-à-dire surtout pour mieux les traiter, davantage les traiter et surtout mieux les traiter. Pour le climat, on voit bien que le climat, c'est un sujet complexe qui touche à tous les domaines de la vie. Ça touche aussi bien vraiment à notre vie quotidienne, à la façon dont on se déplace, dont on se loge, dont on mange. Ça touche à l'énergie, ça peut toucher à la précarité énergétique, ça peut toucher à la façon dont on place son argent dans les banques. Enfin, on voit que le climat, c'est vraiment quelque chose un sujet complexe qui va affecter qui affecte déjà et qui va l'affecter de plus en plus nos conditions de vie. Donc, être journaliste engagé, donc nous, on a clairement un engagement, c'est surtout l'engagement de délivrer la meilleure information possible. Après, je pense que tous les journalistes sont quand même engagés dans leur sujet, quel qu'il soit. Je ne pense pas qu'il y ait des journalistes qui soient complètement détachés de leur sujet. Mais bon, nous, on traite quand même un sujet qui a rapport avec le fondement même de la vie, quoi. C'est quand même les conditions d'habitabilité de notre vie en commun sur Terre. Donc, forcément, c'est un sujet fort. Donc, ça va nous amener à nous démener dans les rédactions pour faire advenir des sujets. C'est pas toujours évident. Moi, si je prends mon cas personnel, je travaille surtout pour la presse magazine. Quand il a fallu parler de climat ou de biodiversité, un magazine comme Femmes Actuelles, c'est moins évident que quand je travaille par exemple pour Ça m'intéresse, où là c'est plus évident. Donc il faut défendre les sujets, ça c'est sûr. Il faut arriver à persuader les rédacteurs en chef que ce sont des sujets importants et que ça va toucher les lecteurs. Donc c'est souvent une gymnastique pour arriver à trouver la façon dont on peut persuader les chefs de service et rédacteurs en chef que si ça concerne leurs lecteurs, c'est pas toujours évident, donc ça c'est sûr. Donc je pense que le fait d'être soi-même persuadé que les sujets sont importants, d'être persuadé qu'il y a une urgence climatique, une urgence au niveau de la biodiversité, ça aide à porter ces sujets. C'est surtout en amont, quoi. Ça nous pousse à trouver des manières d'être convaincants dans la façon dont on va les porter. Puis après, forcément, on a un background. Quand on a travaillé ces sujets sous de multiples aspects, on a des choses à dire. Et question inconvénient, vous avez posé la question aussi, c'est l'inconvénient qu'on a rencontré souvent, plusieurs d'entre nous l'ont rencontré, c'est d'être parfois étiqueté comme trop engagé, entre guillemets, donc ce qui voudrait dire, ce qui sous-entend dans la tête de certaines personnes qu'on ne serait pas vraiment des journalistes, alors que si, c'est pas parce qu'on porte un sujet qu'on ne vérifie pas ces infos, qu'on ne va pas les hiérarchiser, au contraire, c'est-à-dire que quand on parle d'urgence climatique, c'est important de hiérarchiser ces infos, justement de montrer ce qui va avoir le plus d'impact et de se poser la question de l'impact de ce qu'on va faire. Donc, si on vérifie nos infos, les croise, on les hiérarchise comme n'importe quel journaliste. Voilà. Véronique Badetz, vous êtes d'accord ? On en parlait tout à l'heure, les sujets environnement ne sont pas des sujets neutres ?
Oui. En fait, il y a en effet une difficulté que je crois que par rapport à la thématique même du climat et de toutes les crises écologiques qui fait que ça touche, comme tu disais, à la vie et à la mort. Donc il y a un impact affectif très fort de ces sujets qui fait que quand on les traite, au moins au début, quand on prend la rubrique, enfin je veux juste parler de mon parcours, on a envie d'en parler plus. Le média n'est pas forcément accueillant à l'espace qu'on voudrait. On voudrait en parler plus. Et il y a une frustration qui naît. Moi, au tout début, j'ai senti ça. Il y avait un décalage entre la conscience de la rédaction et ma conscience à moi, on va dire ça comme ça. Et ce décalage-là, il faut le gérer. Donc, je voulais juste témoigner un peu de la façon dont moi j'ai géré les choses parce qu'en fait, il est très important avant tout de rester journaliste et d'avoir la bonne distance avec son sujet. Pour moi, c'est la priorité, c'est-à-dire qu'il faut que ça reste un sujet comme un autre, même si on en saisit les enjeux existentiels. Et personnellement, j'ai fait un chemin où j'ai décidé de dissocier ma pratique journalistique de mon engagement et j'ai choisi de militer à côté, on va dire. Donc, c'est aussi à ce titre-là que je suis à cette table ronde parce que j'ai créé au groupe Bayard Presse, j'ai contribué à créer un groupe qui s'appelait Climat et Syndicats, qu'on a appelé comme ça, donc avec la CFDT, donc je suis journaliste CFDT et qu'on est très engagé dans notre syndicat sur les questions écologiques, comme vous savez peut-être. Et donc, j'ai créé avec d'autres journalistes, on a créé ce groupe pour voir comment on pouvait agir au niveau de l'entreprise. Il se trouve que cette idée a germé juste après une conférence de presse sur le rapport 1,5 degrés du GIEC, donc septembre 2018, où Valérie Masson-Delmotte a pris la parole en disant maintenant, la balle est dans le camp de la société civile. Moi, comme journaliste, j'ai reçu ça. Bon, j'ai pris mes notes pour mon article, mais il y avait une partie de moi-même qui en recevait ce message en tant que personne humaine, que citoyenne, en fait. Et là, je me suis dit, voilà, je mets ça de côté. Il y a une partie de mes notes qui vont pour mon article, et il y a une partie que je reçois à une autre partie de mon être. Et voilà, ça a été le moteur de l'engagement derrière. Donc, je pense que c'est une sorte d'hygiène qu'il faut avoir comme journaliste, de dissocier les choses. Et c'est très important parce qu'on est très vite soupçonné d'être engagé et militant quand on prend cette rubrique environnement. Je l'ai vu à Bayard. J'ai même eu vent d'une rédactrice en chef qui avait dit « Mais comment ça se fait que tous les journalistes qui prennent les rubriques environnement deviennent militants ?» Parce qu'en fait, il se trouve que quand le corps d'une rédaction est peu informé scientifiquement sur les enjeux du climat, eh bien, on se sent un peu seul. Donc, voilà, parfois c'est maladroit, on argumente de façon comme on peut et on est vite étiqueté. Donc, il faut trouver le ton, il faut être toujours dans la mesure et puis, j'allais dire, se défouler ailleurs pour essayer de changer le monde. Voilà. C'est pas les articles qui vont changer le monde, ça c'est très important. Moi, je pense qu'il faut surtout les écrire en se disant que c'est juste de l'information, c'est une bouteille à la mer, mais qu'on n'a aucune maîtrise sur ce qu'on écrit. Et ce n'est pas le but d'ailleurs. Enfin, on est là pour informer. Voilà. Merci. Je partage complètement cet avis. Effectivement, les médias, à mon sens, effectivement, ont une mission d'information, mais pas une mission de vous engager. Et c'est la raison pour laquelle, notamment dans le positionnement de Mouvement Up, on fait du journalisme de solution avec un S et pas du journalisme d'engagement qu'on pourrait aussi imaginer comme l'autre terme qui est le journalisme d'impact. C'est que nous, en fait, la position, à mon sens, en tout cas celle qu'on prend au Mouvement Up, c'est de dire, nous, on vous amène les solutions. On est là pour vous amener des solutions. Du petit pas jusqu'à devenir un ayatollah de l'environnement, par exemple. On est là pour déconstruire les imaginaires. On est là pour montrer que c'est faisable. On est là pour montrer des exemples. Par contre, d'engager le public qu'il y a derrière, je considère que ce n'est pas notre rôle. C'est-à-dire qu'après, vous êtes responsable, vous savez, et vous faites comme vous voulez. Je pense qu'il y a un véritable enjeu là-dessus. Et pour répondre à la question avantages et inconvénients, alors moi, j'ai 2 avantages. Le premier, c'est que j'ai contact tous les jours avec des gens qui sont ces acteurs du changement, qui amènent des solutions qui sont plus ou moins pérennes, qui sont plus ou moins faisables. Mais en tout cas, je peux vous le garantir, c'est hyper rassurant d'être avec des gens qui réfléchissent, qui ont des têtes très, très bien faites et qui réfléchissent, encore une fois, à l'échelle de leur quartier, jusqu'à des échelles de territoire entier, sur des changements, que ce soit aussi bien sur les enjeux énergétiques, transport, climatique, etc. Et
c'est extrêmement rassurant pour moi. Et ce qui est encore plus rassurant, c'est que ça fait 2 ans que Mouvement Up existe. Et ça fait 2 ans que je vois des gens se saisir, des gens comme vous et moi, des citoyens, se saisir de ces sujets, se les approprier et devenir eux-mêmes des porte-paroles ou des acteurs du changement. Et là, je considère que moi, en tant que média, j'ai fait le job. C'est-à-dire que vraiment, j'ai informé, les gens s'en sont saisis et deviennent eux-mêmes des acteurs. Pour répondre à la question des inconvénients, l'inconvénient, alors je n'ai pas la même problématique que vous avez, c'est-à-dire d'avoir des rubriques dans des médias généraux. Moi, je suis un média spécialisé là-dedans. Donc, on est vraiment dans quelque chose de complètement différent. Mais l'inconvénient, c'est la question du temps long et de la complexité des sujets que nous traitons. C'est-à-dire qu'effectivement, et le deuxième inconvénient, c'est que l'information de solution, on passe pour des bisounours. C'est-à-dire qu'on passe pour des gens complètement optimistes, comme si, quand on soulevait notre t-shirt, il y avait un arc-en-ciel de cœur qui sortait, et c'est pas vrai. Il y a une question de crédibilité. Les journalistes nous voient d'une certaine manière, les rédactions, les directions peuvent nous voir. Donc il y a toute cette acculturation sur cette méthode-là d'investigation, qui est une investigation fondée, qui existe vraiment avec, pour le coup, chartée par l'éthique des journalistes. Et effectivement, il faut aller convaincre sur l'existence de cette ligne éditoriale. Et le deuxième inconvénient, c'est que ce dont je vous parlais en premier, c'est la question de la complexité et du temps long. C'est-à-dire qu'il faut qu'on dure, parce que mine de rien, vous êtes tous les jours abreuvés d'informations sur l'environnement, que ce soit par les médias qu'on vient de vous présenter, mais aussi par d'autres grands médias qui ont une visibilité énorme. Et pour autant, ça ne change pas. Donc c'est un moment qu'on a raté quelque chose, nous les journalistes. Et pour le coup, pour moi, ce seul moyen, c'est de faire preuve de pédagogie, c'est de faire preuve de créativité, c'est de faire preuve d'innovation pour que l'information, à un moment, touche le plus grand nombre, que la pièce tombe dans le cerveau de tout le monde pour montrer qu'il y a effectivement une urgence et qu'on peut tous être acteurs et se saisir de ce sujet-là. Et ça, il faut pour ça du temps et il faut décortiquer des sujets qui sont extrêmement complexes. Parce que vous parlez du changement climatique comme ça sur 2 pages ou en 1 minute 30 sur votre Insta, c'est d'une complexité sans borne. Et effectivement, entre la consommation des médias à l'heure actuelle et nous, les messages qu'on doit vous faire passer, tant dans les rubriques environnementales, dans les investigations que vous faites, où j'ai la chance d'avoir des temps longs avec un format de 148 pages, avec des conférences, avec des rendez-vous quotidiens, c'est compliqué. Sincèrement, je vous le dis, c'est compliqué. François Pitrel sur la question de l'engagement, elle est, on va dire, comme tu le disais, Véronique, en interne. C'est-à-dire que moi, ces questions-là, de fait d'avoir beaucoup lu, beaucoup travaillé ce sujet-là, de la question climatique notamment, je me suis rendu compte de son importance, mais ce n'est pas le cas de la totalité des gens, de mes collègues, de mes rédacteurs en chef, de mes patrons. Ils connaissent l'histoire du développement durable, ils trouvent que c'est la meilleure façon de le faire, voilà, de la transition, tout ça. Mais en fait, les véritables enjeux, les chiffres, l'impact des chiffres sur le réchauffement climatique, par exemple, ils ne les saisissent pas. Quand on est journaliste et qu'on se plonge dans les résumés du rapport du GIEC ou toutes ces études que vous pouvez avoir qui tombent à peu près tous les 6 mois depuis maintenant plusieurs années, vous vous rendez compte de l'urgence, de l'importance de ce sujet, et vous vous rendez compte en face de l'inaction qu'il peut y avoir des pouvoirs politiques. Mais ça, c'est personnel et c'est un engagement que j'ai du coup auprès de mes collègues, auprès de mes chefs, pour leur faire comprendre que c'est important de traiter ces sujets. Mais jamais, ce n'est un engagement qui transparaît dans ce que je fais à l'antenne. C'est-à-dire que moi, dans le choix de mes sujets, on peut déceler le fait d'avoir choisi un thème plus qu'un autre, un engagement, mais dans la façon dont je le traite, on ne pourra pas dire si je suis pour ou contre le plat végétarien à l'école ou le nucléaire. Ça, c'était une évidence pour moi, c'est-à-dire que jamais ça ne doit transparaître. Donc voilà, l'engagement pour moi, il est en interne, il est, on va dire, auprès de mes confrères pour leur faire saisir l'importance de la place que ça doit prendre sur nos antennes. Et c'est pas facile. C'est un travail de longue haleine. Ça fait plusieurs années que j'ai travaillé au corps, mais ça vient. Par contre, dans notre pratique journalistique, ça ne doit jamais l'être. Sinon, et moi je trouve que l'inconvénient du journalisme d'engagement, en tout cas, c'est qu'on va ne prêcher que face à des convaincus. Il y a des magazines qui se sont spécialisés sur les questions de l'environnement, et c'est formidable parce que moi, c'est vrai que ça m'intéresse.
Mais ça, on ne va pas aller chercher ce public qui, lui, ne se sent pas concerné, qui trouve que c'est culpabilisant, les questions d'environnement, que ça fait peur, que de toute façon, on trouvera bien une solution, il y aura toujours une technologie qui nous sauvera. Et ça, ce public-là ne va pas aller chercher l'information dans ces revues spécialisées qui, de fait, sont un peu engagées. Donc moi, mon boulot, c'est aujourd'hui d'aller chercher ce public-là en essayant de juste lui apporter les faits. Et souvent, et là, la science nous a beaucoup aidé sur le climat, notamment, parce que le GIEC, c'est pas juste quelqu'un qui donne son avis, c'est un travail extrêmement construit de plusieurs milliers de scientifiques. Et donc c'est une base qui est un petit peu difficile à contredire. Donc quand on a la possibilité de placer ces faits scientifiques, ça permet de donner son engagement, de s'engager, on va dire. Alors justement par rapport à ces questions, est-ce que vous sentez une évolution des attentes de vos audiences, de vos lecteurs, de vos téléspectateurs, ou d'une certaine partie de vos audiences par rapport à la façon dont vous abordez ces thématiques? Est-ce que vous avez senti ça? Moi, je veux bien répondre. J'ai regardé un peu dans les archives de notre association, et notamment dans cette enquête qu'on avait fait paraître en 2005, Médias Environnement. Et déjà en 2005, il y avait 52% non, en 2002 même, parce qu'on avait fait paraître une autre. En 2002, déjà, 52% des Français trouvaient qu'on ne traitait pas assez souvent du changement climatique. 2002. 2002. Après, j'ai pris ce livre d'Anne-Sophie Novelle, qui est membre de notre association, qui va animer d'ailleurs le débat ce soir avec Nicolas Hulot et d'autres personnes. Et donc, je suis tombée sur ce chiffre-là. Donc, je pense que c'est en 2018, je crois, que c'est un chiffre de 2018. Maltraité pour 57% des sondés. Donc, 57% des personnes sondées trouvaient que le climat était maltraité. Et là, je crois que les assises, si j'ai bien lu, viennent de faire sortir un sondage qui montre que 53% des Français trouvent que ce sujet est insuffisamment et pas assez bien traité par les journalistes. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est que ça n'avance pas, qu'en 20 ans, finalement, il y a toujours un décalage entre la façon dont les attentes du public, des lecteurs, des téléspectateurs. Il y a toujours un décalage entre ce qu'ils attendent et ce que nous, médias, on leur fournit. Donc moi, ce que j'en tire comme conclusion, c'est qu'il faut qu'on continue à essayer de se réinventer. Enfin, ça doit nous pousser toujours à aller plus loin, à nous réinventer, à trouver de multiples façons d'aborder le sujet pour que enfin, il soit traité à la hauteur de l'ampleur de l'urgence climatique. Ceci dit, les journalistes ne sommes qu'une partie de la société et peut-être aussi les médias. Enfin, je veux dire, les médias n'en font peut-être pas assez, mais ils ne sont pas les seuls à ne pas en faire assez. C'est aussi les politiques, etc. quoi. Voilà. François, vous vouliez dire? Alors, je crois qu'il faut faire vraiment très attention entre ces sondages des gens qui disent ce qu'ils aimeraient voir à la télévision ou lire dans les magazines et dans les journaux, et ce qu'ils font vraiment, et ce qu'ils pratiquent vraiment comme consommation des médias. Quand on demande aux gens qu'est-ce que c'est votre chaîne préférée, c'est Arte. Dans les faits, les gens ne regardent que très peu Arte, même si c'est honorable comme audience. On est très loin des audiences que ce que pourrait espérer la chaîne quand les enquêtes sont faites. Et c'est un peu le problème de ces sujets-là environnementaux. Si ça faisait de l'audimat, ça ferait longtemps qu'on en parlerait beaucoup. Là, aujourd'hui, moi, je ne vais pas me jeter des fleurs, mais j'étais un des premiers à faire un long format en France sur Greta Thunberg. J'ai poussé ma rédaction qui n'était pas convaincue et tout. J'ai dit, c'est bon, là, elle vient à Bruxelles, c'est tout prêt et tout, on y va. On a fait un long format sur Greta Thunberg. J'ai fait mon truc. Du coup, c'était 3-4 mois après l'émergence de son truc, quoi. C'était en février, elle avait commencé en septembre, et je sais pas, on l'a fait en février, quoi. Et donc du coup, on est parmi les premiers Français à l'avoir en télé, à interviewer Greta, et c'était la pire audience de l'année sur le long format de l'année. Donc du coup, c'était pas évident de revenir après en disant en fait elle est à Paris. Ouais, on verra. Donc voilà, le problème c'est que ces sujets-là, ils sont, on parle d'éco-anxiété. Oui, c'est vrai, quand on voit un énième rapport du GIEC ou encore il y a une disparition de je ne sais pas quelle espèce.
beaucoup de gens, en tout cas, c'est ce qu'on observe quand on regarde le nombre de clics sur les thèmes sur les sites internet, préfèrent ne pas le lire parce que ça les déprime, parce que ça les emmerde. Du coup, il y a ce journalisme de solution qui est une façon de rentrer sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'on va parler de cette façon de supprimer les bouteilles en plastique, mais donc forcément ça paraît un petit peu anecdotique avec les gourdes, etc. Mais mine de rien, on peut glisser dans ce sujet-là peut-être l'impact du plastique dans nos sociétés, etc. Donc c'est vrai que le journalisme de solution, c'est un peu l'alternative. Mais malheureusement, on ne peut pas dire que ça rencontre, en tout cas dans un média généraliste comme le mien, encore énormément d'adhésion de la part des gens qui nous écoutent et nous lisent. D'accord. Pourtant, il y a un cas d'école qui est quand même le Libé des solutions. Le Libé des solutions, c'est un média, donc c'est Libération, qui sort une fois par an. Ça a été créé par Didier Pourquerie, qui est l'actuel directeur général de The Conversation. Il lance le Libé des solutions un 26 décembre. Vous imaginez, c'est la pire période. Pour un média, le 26 décembre, on est le lendemain de Noël. Il décide de faire un média que d'informations de solutions. C'est un des plus gros tirages de Libé, les 3 ou 4 années où ils l'ont produit, et vous vérifierez les chiffres pour le coup. Donc effectivement, il y a peut-être des coûts à faire, en tout cas, avant de faire de la régularité. Parce que là où je te rejoins complètement, c'est que ça ne fait pas vendre. Ce qui fait vendre, c'est le train qui arrive en retard. C'est jamais celui qui arrive à l'heure. Et c'est jamais celui qui fait que le train arrive à l'heure. Et parce qu'il faut du sensationnel, parce qu'on est quand même abreuvé, mais tu seras peut-être pas d'accord, mais pour le coup, ça fait pas vendre. Il y a quelque chose de l'ordre, parce qu'on va, je sais pas, de l'ordre du pédagogique, de l'ordre peut-être du moins sensationnel, qui fait qu'on a moins envie de se saisir de ça. Et pourtant, il y a des coûts qui sont des réelles réussites. Et encore une fois, le Libé des solutions en est une. Donc, sur ça, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je pense qu'il y a les études. Ce qui est intéressant pour nous journalistes, c'est d'aller voir aussi les recherches en sciences sociales sur le cerveau et neurologique, voilà, sur le cerveau humain, comme Sébastien Boller, je crois. Oui, que j'ai eu en conférence. Bon. On peut très bien en parler ensemble. Oui, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que la question de la... il peut y avoir une fuite devant la catastrophe, et au contraire un attrait dès qu'on a quelque chose de l'ordre du positif. Et donc, pour moi, en tout cas pour notre lectorat, qui est plutôt un lectorat âgé, parler de ces sujets, il faut y entrer par la porte de la solution, de l'action positive. Voilà. C'est difficile sur les questions climat. En tout cas, nous, on a fait le parti pris d'avoir une mise en scène aussi assez attractive. Enfin, on parlait de la maquette tout à l'heure, on parlait dans la table ronde précédente du rôle de la maquette, de la mise en page. Il ne faut pas traiter les choses. Alors, c'est une couleur qui peut paraître un peu punchy, mais les pages environnement, voilà, elles ont cette tête, elles sont sur un format jeunesse. C'est attractif, quoi. Ça donne envie de... Et puis, c'est une porte d'entrée intergénérationnelle pour parler en famille des questions de climat ou de perte de biodiversité, du petit geste qu'on peut poser. C'est le parti pris de ne pas avoir une entrée anxiogène dans le sujet. Parce que l'important, c'est d'en parler. L'important, c'est qu'on ne fuit pas ce sujet, que ce soit approprié par le lecteur, d'une façon ou d'une autre. Donc, après, voilà, on n'a pas les mêmes exigences, les mêmes publics, mais en tout cas, je ne pense pas du tout que le train... Enfin, sur ces questions-là, je pense qu'on va fuir le train en retard et qu'on va chercher le train à l'heure. Mais bon. Mais je pense que le plus... Alors, si je puis me permettre... excuse-moi, mais... la chose qui est importante, c'est qu'effectivement, on en parlait encore tout à l'heure sur la table ronde précédente, il y a la question de l'entre-soi, c'est-à-dire de convaincre des convaincus, c'est un sujet. Et l'important, c'est d'aller chercher ces nouvelles communautés qui ne sont pas encore sensibles ou qui sont réfractaires à ces sujets. Et effectivement, ce qui est employé, toutes les solutions, tous les canaux qu'on peut utiliser, toutes les méthodes, nécessitent alors de notre part un énorme renouvellement, mais c'est un enjeu effectivement qui est long et qui est à mettre en place là-dessus. Et bon, bref, voilà. Karine, vous vouliez ajouter quelque chose sur... Moi, je pense qu'il faut agir à la fois sur la dénonciation et la solution, quoi. Enfin, il faut montrer qu'il y a quand même... Il faut montrer ce qui ne va pas et montrer aussi des pistes pour s'en sortir. Et effectivement, moi, je travaille pour plusieurs rédactions, donc à chaque fois, je suis obligée de m'adapter à la rédaction et au public auquel je m'adresse. Effectivement, c'est plus facile de parler à des convaincus, mais moi, je suis contente quand j'arrive à traiter de sujets a priori pas évidents dans des rédactions
qui sont, enfin voilà, je sais pas. On peut être très concret, hein, si vous. Oui, si vous avez envie de citer par un exemple, titre et un sujet que vous avez été contente d'imposer parce qu'a priori, il n'y avait pas forcément de. Oui, par exemple, cet été, j'ai réussi à parler d'animaux sauvages dans Femmes Actuelles, ce qui n'était pas forcément évident, de parler du loup, du lynx, de l'ours, ce genre de choses. Ou toujours dans Femmes Actuelles, au moment de la COP 21, j'avais réussi à parler de l'importance de l'alimentation en parlant d'une initiative qui était menée sur le poids carbone avec des grands chefs cuisiniers. Voilà, donc c'était pas culpabilisant, mais ça permettait de dire il y a des chefs cuisiniers qui, grâce à l'association qui s'appelle Bon pour le climat, qui réfléchissent à la façon dont on peut diminuer le poids carbone de l'alimentation. Donc enfin voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est se réinventer, c'est de trouver toujours des façons différentes d'aborder les sujets. Mais je pense que c'est à la fois bien de dénoncer, de dire, de croiser, parce qu'aussi dans nos médias, on est un peu en silo, quoi. On va parler de la 5G d'un côté, et puis de la technologie, et puis on ne parlera pas forcément de l'impact écologique de cette nouvelle technologie. Il faut arriver à croiser les thèmes. Okay. Et pour compléter, si je puis me permettre, avec cette idée, et pour reprendre le fil par rapport à ce qu'on se disait là, c'est qu'on a un public qui est encore plus exigeant. C'est-à-dire que quand même, il y a une évolution, il y a un déplacement de l'intérêt du public, mine de rien, qui commence à lui-même se nourrir, à s'intéresser, et donc à être de plus en plus exigeant vis-à-vis de nous. Aussi de ces questions, bien sûr. Parce que c'est pas tombé du jour au lendemain, et on est face à des publics qui de plus en plus s'intéressent, questionnent, nous demandent d'aller plus loin, d'investiguer, de sourcer, de vérifier, et on se retrouve dans la limite de la confiance du public dans les médias. Et là, on est en plus dans une sous-rubrique qui est la culture de la solution, le journalisme d'impact, le journalisme d'engagement. Mais juste par rapport au fait d'aller vers des publics qui ne sont pas les publics, on va dire, convaincus, réceptifs. Pour moi, tu as parlé je ne sais pas, vous devez parler du mot de pédagogie. Moi, je pense que c'est une clé d'entrée parce que justement, c'est des sujets complexes, mais ça veut dire qu'il faut des journalistes qui sont un minimum experts aussi, pour ne pas perdre trop de temps à comprendre le sujet et pour pouvoir en faire une synthèse, quelque chose d'assez présentable, d'accessible. Et je pense qu'aujourd'hui, l'attente des publics, il est beaucoup sur la pédagogie de ces sujets complexes. Pardon. C'est masque. Et oui, pardon. Je disais juste que ma conviction, c'est une attente de pédagogie sur ces sujets complexes. Et c'est comme ça qu'on peut... c'est un peu une la palissade, mais s'adresser à un plus grand nombre, en fait. Simplement, parce que si on ne parle qu'à des initiés, on perdra tous ceux qui n'y comprennent pas grand-chose. Quelle est la différence entre 1.5, 1.7 voilà, qu'est-ce que ça va changer en termes de vie humaine, en termes de... alors, juste, oui, c'est ça. Moi, je le vois sur les sujets climat. Enfin, c'est là où on a le plus de retours. C'est quand on a réussi à faire des sujets qui sont simples, en fait, qui mettent de la simplicité dans de la complexité, sans trahir évidemment la science. C'est un vrai enjeu. Oui. Voilà. J'ai une question en fait sur un peu. On a déjà un peu parlé du journalisme d'impact. C'est vrai que ces dernières années, on a un peu l'impression que l'engagement c'est devenu une marque de fabrique pour certaines émissions, et notamment la question de l'impact. Je pense notamment à des émissions comme Sur le front ou Vert de rage sur France 5, où il y a un vrai Cache Investigation qui ne s'intéresse pas uniquement aux questions environnementales. Mais on a l'impression que cette question de l'impact, elle est devenue comme une marque de fabrique. Elle est aussi très attendue où on pense qu'elle est très attendue par une certaine partie de l'audience. Est-ce que vous avez remarqué cette évolution ? Et qu'est-ce que vous en pensez ? On a déjà un peu évoqué ça, mais je trouve ça intéressant de revenir dessus, sur cette question est-ce que le journalisme doit avoir un impact ? En tout cas, il doit y avoir une diversité des journalismes sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'il faut des émissions comme ça, d'autant plus que ce sont des émissions sur un format télé, effectivement, qui vont toucher le grand public. Et mine de rien, les émissions que vous citiez, on est sur un service public qui peut se permettre économiquement aussi.
de prendre ce genre de risque par rapport à une audience, parce qu'on parlait d'audience tout à l'heure. Moi, c'est pareil, on a tous un modèle économique, je pense, dans nos activités respectives. Et heureusement que le service public fait ce genre d'action et effectivement à ce genre d'émission. Mais à mon sens, comme tu le disais très bien, c'est qu'il faut une diversité des approches de ces sujets-là pour qu'en fait, le plus grand nombre puisse se saisir et puisse se saisir de ces informations-là, nécessairement. Moi, je trouve que c'est un véritable changement actuellement. C'est-à-dire que, notamment dans les médias audiovisuels qui ont eu comme culture pendant très longtemps d'avoir une sorte, non pas de neutralité, mais on va dire de sorte d'honnêteté intellectuelle à présenter le pour, le contre, à essayer de toujours être, qu'on ne puisse pas le targuer d'être militant de l'un ou de l'autre. Parce qu'on voit bien que quand les médias, surtout les médias audiovisuels, encore une fois, assènent quelque chose, il y a un fort mouvement de rejet. Et en tout cas, il est possible qu'il y ait un fort mouvement de rejet. Je pense à la Constitution européenne en 2005. Il y avait une unanimité dans les médias pour dire que c'était une formidable Constitution. Et dans les urnes, ça a été contre. Donc, il faut vraiment faire attention quand on parle d'engagement sur ces questions-là environnementales. On peut aussi rebuter une partie de son auditoire, de ses auditeurs. Et le problème de ces questions-là, c'est qu'il faut embarquer tout le monde. Là, aujourd'hui, si la situation climatique elle est dans les mains de 10 à 13% du corps électoral, on ne s'en sortira pas. Donc, il faut que vraiment tous les pans de la société soient convaincus. Et je pense que le fait de s'engager va exclure, si on s'engage médiatiquement, on va exclure une partie de son auditoire. Et les gens ne vont pas aller vous voir parce que vous êtes engagé pour ou contre. Donc, c'est difficile aujourd'hui de ne pas faire du journalisme d'opinion, d'autant plus sur une chaîne comme la mienne en ce moment, qui est concurrencée très fortement par une chaîne qui ne fait plus que ça, qui est CNews. Et que forcément, mes patrons, pour une logique industrielle, essayent de aussi suivre un petit peu en faisant des débats et puis avec des présentateurs qui vont être de plus en plus engagés sur une question politiquement, on va dire. Et donc, c'est un vrai questionnement pour moi, en tout cas, de me dire, est-ce que j'y vais franco, quoi ? Est-ce que j'arrête de faire quelque chose de balancé ? Et est-ce que, quand j'interviens sur l'antenne, je deviens un militant ? Et ça, c'est un vrai questionnement, parce que je sais que peut-être que ça peut être plus clivant, en même temps faire peut-être un peu plus de clics, d'audience, mais en même temps, je vais peut-être perdre une partie des gens qui pouvaient avoir confiance dans ce que je disais. Finalement, le fait d'être le plus neutre possible, c'est peut-être ça aussi une forme d'engagement sur ces questions pour éviter de céder à l'un ou l'autre, à la façon très passionnelle dont parfois ces questions sont abordées. Moi, il me semble que, il y a effectivement ce journalisme d'engagement qui est très fort. Bon, moi, je suis assez de l'avis de Maya. Je pense qu'il y a de la place pour toute forme de journalisme. Mais je pense que l'engagement, il peut être aussi en amont. C'est-à-dire que, par exemple, même en respectant le pour et le contre, parce qu'on peut être engagé et puis donner la parole à des personnes qui sont pour et des personnes qui sont contre tel ou tel sujet. On peut, par exemple, je pense pour le climat, on peut par exemple s'exonérer de redonner la parole à des climato-sceptiques, ce qui a fait perdre à la lutte contre le changement climatique, ce qui a fait perdre de nombreuses années. Ça, c'est quand même des débats qui, à mon avis, doivent rester, j'espère, resteront derrière nous. Donc, je pense que l'engagement, il peut être aussi en amont par rapport à ce type de sujet. Voilà, il y a des sujets qu'on peut ne pas faire. Oui, sur la question du climato-scepticisme, le pour et le contre, justement, le problème, c'est sur les questions écologiques, sur les questions scientifiques d'abord. Et il est très important de rester sur la crête de la science. Enfin, pour moi, aujourd'hui, il serait déplacé, il ne serait pas éthique et déontologique de faire débattre de climato-sceptique avec un scientifique, tout simplement. Je veux dire, il y a un moment où c'est une responsabilité journalistique de cesser de donner de l'audience à des choses qui sont fausses. On est dans ça aujourd'hui. De même que sur la biodiversité, arrive aussi une sorte de biodiversitisme avec ceux qui disent que finalement, ça n'est pas si grave ce qui se passe, qu'on exagère les chiffres. Donc, il faut vraiment... c'est même plus d'engagement, en fait. Le problème, c'est qu'on va vous dire, vous êtes engagé parce que vous ne donnez pas la parole à tout le monde. Non, on est journaliste. Ça veut dire vérifier les faits, partir... C'est-à-dire donner la parole à la science. Enfin, je trouve, on peut avoir une interprétation, mettre le débat sur les questions politiques, c'est-à-dire face à tel fait scientifique,
Qu'est-ce qu'on fait ? C'est ce que dit Bruno Latour par rapport, par exemple, à la question dans son dernier livre sur la question des néonicotinoïdes, par exemple. Prenez cette question de la réautorisation des néonicotinoïdes. Il ne fait pas de doute que les néonicotinoïdes ont un impact massif sur la perte de biodiversité. C'est un fait scientifique. Après, comment on gère ça ? Comment on équilibre les intérêts des betteraviers et comment on équilibre l'intérêt de la faune, des oiseaux, de la qualité de l'eau, des intérêts de la nature. C'est un débat sociétal, mais on ne va pas faire un débat pour savoir si les néonicotinoïdes sont dangereux pour la santé ou pas. C'est un fait. Donc, il faut bien, comme journaliste, notre responsabilité, c'est de poser le débat où il doit être posé. Voilà. Et pas transiger sur la réalité des faits, exactement. surtout quand c'est des faits scientifiques. Oui, parce que là... Mais là, c'est là où on est tenu aussi par des politiques. C'est-à-dire que quand vous avez le principal parti d'opposition ou des personnalités politiques de premier plan qui vont défendre les néonicotinoïdes et les agriculteurs qui les utilisent, ça devient un sujet de débat, malgré le fait que scientifiquement on peut leur dire que c'est un fait, etc. Le débat s'invite. Et du coup, confronter ces points de vue, c'est aussi le rôle de nous, journalistes. Sur qui va... oui. Scientifiquement... c'est évident, il y a des gens qui continueront de dire il faut continuer d'autoriser les néonicotinoïdes pour la survie des agriculteurs. Oui, pour la survie des agriculteurs, mais que le débat soit posé en disant clairement on sacrifie la nature pour les agriculteurs. C'est quelque chose qui, dans une société, peut se débattre. Je veux dire, il n'y a pas de... la question, c'est de ne pas, à mon avis, de ne pas donner la parole à ceux qui disent ça n'a aucun impact, les néonicotinoïdes, sur la biodiversité. Bien sûr. C'est différent. Non, mais après, c'est juste pour dire que ça peut être un peu plus complexe que juste le fait scientifique. Pardon. Ça peut être des fois un peu plus complexe que juste l'histoire du fait scientifique quand c'est porté politiquement. J'avais une question aussi sur les formats. Donc, les formats qui sont peut-être souvent un peu contraints dans le journalisme. Karine, vous avez écrit plusieurs livres, peut-être certains d'autres aussi sur ces sujets. Est-ce que parfois on a besoin de sortir un peu du cadre journalistique pour prendre le temps, et aussi se débarrasser des contraintes éditoriales qui sont peut-être moins présentes dans l'objet livre. Oui, c'est vrai que dans l'objet livre, l'avantage, c'est qu'on est plus libre, effectivement, d'aller explorer un sujet, d'aller jusqu'au bout d'un sujet. Donc ça, c'est sûr que ça permet effectivement de retrouver un espace qu'on n'a pas dans la presse. Donc parfois aussi pour certains journalistes, cela permet aux journalistes d'évoquer des sujets qu'ils n'auraient pas pu évoquer. Je pense aussi à la fiction. Parfois, c'est compliqué d'évoquer certains sujets, mais par la fiction, on va pouvoir dire des choses qu'on n'aurait pas forcément pu dire. Donc effectivement, l'objet livre, c'est important. Mais c'est vrai que pour le climat, traiter le climat en un feuillet, c'est compliqué. Un feuillet 1500 signes pour, voilà. avec espace. Voilà. Ceux qui ne sont pas familiers de... Quand on a des questions complexes, c'est vrai que c'est pas simple. Oui. Moi, j'ai pas écrit de livre, sauf un recueil de textes sur l'environnement, mais simplement, je pense que le format, nous, on a un format enquête de 6 pages, qui vraiment est l'espace où on peut déployer les choses. Voilà, mais sinon, plus que... 6 pages, c'est vraiment bien, c'est confortable. Oui, parce qu'il faut de l'infographie. Dans un journal. Voilà. Et le rôle de l'infographie est très important, je trouve, sur ces thématiques. Voilà. Et Macha, peut-être sur les conférences, du coup, est-ce que c'est un format, là, on n'est plus du tout ni dans le livre, ni dans l'écrit. Est-ce que... Alors, oui, effectivement, les conférences, mais même les podcasts, en fait, ça permet, nous, la diversité, le fait qu'on soit un cross-média, nous permet effectivement une diversité de supports pour faire passer des messages différents en mettant, en fait, en valeur l'information selon les supports. Et effectivement... Il y a un échange très froid qu'on peut avoir avec le magazine qui va finir dans votre salon, mais avec un échange très humain, notamment au travers de nos conférences, que je trouve très intéressant. C'est qu'on confronte en fait nos intervenants avec notre public, ce qui a nécessairement, même pendant la période de confinement où on a fait des conférences sur le digital, on avait nécessairement des questions du public. Et effectivement, ce qui permet une interaction qui est différente pour aller un peu plus loin
dans les échanges et effectivement pour même poser des questions auxquelles nous, journalistes, pour nous, on a nécessairement la réponse ou ça nous paraît assez naturel parce qu'on s'abreuve de ces contenus-là, alors qu'effectivement, il y a des endroits qui nous paraissent acquis, qui ne le sont pas encore, et effectivement, sur lequel la conférence nous permet d'aller là-dessus, et idem sur le volet podcast, qu'effectivement, on a des interactions avec le public et des interrogations qui nous permettent d'aller plus loin encore sur une verticale de sujets sur ces contenus-là. Et si je puis me permettre, au-delà de les formats, il y a aussi toutes les matières et les autres sujets attenants à la question environnementale. Et tu faisais référence à Sébastien Boller, qui est effectivement un neuroscientifique, qui a écrit un livre que je vous conseille, qui s'appelle Le bug humain, qui explique en fait à quel moment, pourquoi est-ce qu'on bloque intellectuellement sur ces sujets-là, c'est-à-dire où il y a un déni, où vraiment, effectivement, on a tendance à ne pas passer à l'action. C'est très bien expliqué et je pense que la question environnementale est une question qu'il ne faut pas traiter seule. C'est lié dans quelque chose où il faut amener une information qui est holistique autour de ces sujets, notamment, alors pour le coup, Sébastien Boller en est un excellent exemple. On a eu d'autres intervenants sur la question de l'éco-anxiété, etc., où on a fait venir des gens qui sont des spécialistes de la psychologie, etc., pour comprendre en fait pourquoi à un moment, on n'arrive pas à se saisir de ces sujets-là. Et c'est bien, je pense, à un moment de mettre des mots et de mettre toutes ces sciences autour de la question environnementale. Je sais qu'il y a une autre table ronde sur le lien entre scientifique et journaliste. Moi, je pense qu'on devrait beaucoup travailler. Moi, je rêve en fait de trouver cet espace dans ma pratique professionnelle, travailler avec des sciences sociales et c'est des sujets où il faut qu'on travaille sans cesse. Comment on va traiter ça ? Comment on va le traiter ? On doit être sans cesse en interrogation. C'est pas comme traiter un feuilleton politique, c'est pas comme traiter les présidentielles, traiter le climat. Donc il y a une profondeur de champ, il y a une complexité liée à la fonctionnement du cerveau humain. Et ça, en fait, dans les écoles de journalisme, on l'apprend pas parce que c'est tout neuf. Mais bon, moi, j'aimerais bien. Je suis en train de voir à Bayard, par exemple, si on peut avoir un groupe de veille entre journalistes de différents titres de Bayard. Pour travailler sur le traitement des questions environnementales. Voilà, je suis en train de voir comment on peut monter ça. Okay, on suivra ça. Et François, peut-être sur la question des formats en chaîne de télé, notamment les chaînes d'actu, c'est très contraint. Est-ce que Alors oui, et de moins en moins. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de grands formats de documentaires qu'on produit, nous, sur BFM TV, donc qui permettent peut-être d'aller un peu plus loin sur ces questions-là. Il y a des nouvelles écritures sur lesquelles, ça peut être les formats Twitch, ça peut être les podcasts, etc. Alors, il n'y en a pas encore sur l'environnement, mais là, j'y travaille. Et donc, toutes ces nouvelles écritures, c'est sûr que c'est important d'y aller. Mais on a une chance incroyable en France, c'est qu'il y a une diversité de production sur ces questions-là. Je pense à la bande dessinée, par exemple. Il y a des enquêtes journalistiques maintenant sur les questions environnementales. Je pense à la BD sur les algues vertes. Si vous ne l'avez pas lu, elle est géniale. Il y a plein de formats. On a la chance d'être dans un pays où, si ces médias généralistes ne traitent pas toujours de ces questions-là, il y a une production journalistique néanmoins sur ces questions qui est énorme. Donc ça, on a beaucoup de chance en France là-dessus. Après, toute la question, c'est encore une fois, est-ce qu'on ne prêche pas à chaque fois des convaincus avec ces longs formats ? Voilà. Très bien. Je pense qu'on a déjà abordé pas mal de choses et vous êtes très très nombreux dans la salle, donc j'espère que vous avez des questions. Je pense qu'on pourrait réserver peut-être la dernière demi-heure à un échange entre la salle et nos intervenants. Madame. Alors, je vais bouger avec le micro. Oui, bonjour. Donc je suis journaliste, mais journaliste depuis très longtemps, après avoir fait de la presse écrite, radio et télévisée avec le magazine Gaïa sur France 5. C'était avant que vous ne commenciez à en faire du journalisme. Donc les documentaires sur l'environnement datent depuis de longue date déjà. Et je crois que le principal travail par rapport à ce que j'ai entendu, j'ai deux remarques par rapport à ce que j'ai entendu. La première concerne le journaliste lui-même. Je crois que nous ne faisons pas assez de travail. Le domaine de l'environnement et le domaine du climat comme le domaine de la biodiversité réclament un travail énorme. Et quand on voit, par exemple, sur les médias, je parle des JT,
aujourd'hui traiter, par exemple, les inondations, toujours à travers un commentaire de Météo France. Donc déjà, première confusion, la météo et le climat. Bon, ça, c'est une première confusion scientifique. Mais qu'on nous dit simplement, voilà, il y a tant de bassines en l'espace d'une journée qui se sont déversées, ce n'est pas du travail journalistique. Ça, ce n'est pas du tout du travail journalistique. Travailler journalistiquement sur le climat, c'est savoir pourquoi à cet endroit, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été transformé, qu'est-ce qui a été fait avant, qu'est-ce qui va être fait demain, quels sont les projets, pourquoi aujourd'hui on a ça et on ne l'avait pas hier. Donc voilà, ça c'est une première remarque. La deuxième remarque s'adresse à la personne qui a défendu la science. Je rappelle qu'aujourd'hui, il n'y a plus de science exacte. Il n'y a plus de science libre. La science est aujourd'hui financée, malheureusement. Le service public existe fort peu. Et aujourd'hui, la science est très formatée et très associée aux gros lobbies. Et donc, je pense que c'est faire une recherche sur la science. Alors, a priori, et puis aller travailler avec la science, c'est travailler aussi avec des gens comme l'a fait UP, par exemple, avec Klein, ou avec des gens qui mettent en question ou qui travaillent et qui interrogent sur la notion de progrès scientifique. C'est-à-dire que la science n'est pas une vérité. Et nous avons récemment, à l'Association des journalistes environnement, fait une intervention de comment on pourrait améliorer justement le discours du GIEC, puisque aujourd'hui le discours du GIEC, on a l'impression un peu qu'il se répète. Donc d'abord, les scientifiques nous ont expliqué comment il avançait. Mais surtout, on se trouve entre le groupe 1 et le groupe 2, par exemple entre le groupe 1 qui n'est que de la science dure, physique, et qui assène donc la réalité du réchauffement aujourd'hui, et les groupes 2 dirigés par Gémen sur la science politique, par exemple, ou le groupe 3 qui est sur le social. Quand eux ont à intervenir, ils se trouvent sur des notions qui sont des notions pourtant de science aussi, de sciences humaines, qui n'ont rien à voir avec la science physique ou chimique, et on est limite des fake news, enfin on ne sait pas. Donc on a un vrai problème journalistique aussi dans le traitement que l'on a du GIEC. Donc voilà, c'était 2 remarques que je voulais faire. Ouais, sur la toute première partie de votre intervention sur les inondations, c'est plus vrai. Hein. Aujourd'hui, les inondations qui ont eu lieu cet été en Belgique, en Allemagne, mais je pense aussi aux incendies en Australie il y a 1 an et demi, on les a tout de suite reliés à la question climatique. Non, évidemment, pas toujours, pas à toutes les émissions, et c'est normal aussi. Non, mais arrêtez. Franchement, là, pour le coup, vous êtes un peu dur. C'était peut-être le cas il y a 15 ans, mais aujourd'hui, on le relie à chaque fois systématiquement à ces événements-là. Et on invite... Il y a des gens dans cette salle qu'on invite Laissez-le même... Laissez-le répondre quand même. C'est plus du tout vrai. Et pour le vivre au quotidien, c'est plus du tout vrai. Ça l'a été, mais c'est plus du tout vrai. Et par ailleurs, n'empêche pas d'aller voir les gens qui ont quand même perdu leur maison à ces occasions-là. C'est quand même des choses aussi qui sont assez frappantes. Donc voilà, je voulais juste remettre les choses au clair. Cette vision que vous avez eue du JT, elle n'est plus vraie aujourd'hui. Voilà. Non, franchement non. Non. On peut refaire du replay, on n'a pas les moyens là, mais non, ça a été tout de suite. Il y a même eu je crois que c'est le ministre allemand, je ne sais plus quel ministre allemand, l'a tout de suite relié au réchauffement climatique. Enfin, il n'y a pas eu ça n'a pas été éludé. Voilà, la question n'a pas été éludée. Sur la science, juste sur la science. Mais justement, la chance qu'on a avec le climat, si on peut dire, c'est que le GIEC c'est de la science. Alors, est-ce qu'on peut déjà peut-être, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, revenir sur ce groupe 1, groupe 2, groupe 3 groupe 2. Il se trouve que donc le GIEC quand il publie ses rapports, il y a 3 groupes. Il y a un groupe qui est sur les bases physiques du climat, le groupe 1, le groupe 2 qui est sur l'adaptation au changement climatique, et le groupe 3 qui est, ou c'est l'inverse, sur les scénarios socio-économiques. C'est pas ça ? D'accord. Bon. Oui, je sais bien. Mais sur des aspects différents, avec des filtres différents. Donc le rapport qui a été rendu le 9 août, c'était uniquement sur les bases physiques du climat,
avec pas d'évaluation de comment modifier les trajectoires par rapport au modèle économique, ce que va faire les groupes 2 et 3 qui seront rendus, les rapports des groupes 2 et 3 qui seront rendus en février-mars. Mais ce que je veux, voilà, c'est très dommage parce que ça va arriver après la COP26 qui est censée traiter justement de la façon dont les sociétés vont répondre aux enjeux du climat. Donc il y a un décalage qui est catastrophique, mais qui est lié au Covid, qui a retardé les travaux du GIEC en fait. Bon, donc ce que je veux juste dire, c'est que pour le climat, la science est solide. Enfin, je veux dire, on ne peut pas dire que c'est comme a dit Jean Covici dans une tribune récemment, je ne sais plus quel canard, il disait que c'était un guichet unique. C'était un guichet unique de l'information sur le climat. Et il y a très peu de sujets où on a une telle convergence scientifique, on a un tel travail. Donc, on peut s'appuyer dessus comme journaliste sans hésiter. Je veux dire, c'est pas dans tous les sujets environnementaux où on a autant de consensus de chercheurs une base aussi solide, c'est tout ce que je veux dire. Donc, c'est pas, là, c'est la recherche publique. En gros, le GIEC, c'est quand même des chercheurs. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des chercheurs qui sont, c'est des synthèses de recherche. Le GIEC, le rapport du GIEC, c'est des synthèses. Donc, le dernier rapport, c'est 14 000 articles de recherche qui ont été synthétisés, qui ont été commentés. Ce ne sont pas des chercheurs qui sont ad hoc pour un rapport. Voilà, c'est dans le monde entier. Il y a un appel à candidature. Et là, Valérie Masson-Delmotte me disait qu'il y avait à peu près eu 1000 candidatures. Et il y a eu 260 chercheurs qui ont été retenus pour travailler pendant 6 ans pour faire le 6e rapport. Donc, 2015, c'est ça, octobre 2015, août 2021, quasiment 6 ans, pour produire ce qui aujourd'hui est un accès libre. Et donc, un des éléments, je dis juste un élément fondamental de ce 6e rapport, c'est l'affirmation que le changement climatique est de façon indubitable d'origine anthropique, humaine. Alors que jusqu'à présent, il y avait des histoires de pondération de probabilité. Là, c'est écrit noir sur blanc, il n'y a plus aucun doute, c'est un fait scientifique. Le changement climatique est d'origine humaine. Bon, voilà. Alors, il y avait une question ici. Après, on fera circuler à madame et après, vous derrière. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Lou Espargilière et je suis rédacteur en chef d'un petit média qui s'appelle Vert, comme la couleur, qui a été créé il y a 1 an et demi et qui raconte en gros toute l'actualité de l'écologie dans un format réduit, qui est celui d'une newsletter et qui est envoyé tous les jours à midi. Qui est très bien faite. C'est super. Merci beaucoup. Ravi d'avoir des lectrices dans la salle. Et en fait, l'idée, c'est, on parlait du format tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment avec des articles courts, pédagogues, de permettre à n'importe qui de se faire sa culture par petites touches. Et donc, on dit 7 minutes par jour, c'est à peu près le temps qu'il faut. Mais c'est effectivement une manière aussi de toucher des gens qui ne sont pas encore totalement bien informés, qui ne sont pas les lecteurs peut-être du Monde ou de Reporter ou des choses comme ça, et qui n'ont peut-être pas 20-30 minutes, 1 heure par jour à consacrer à ces sujets. Et donc là, voilà, en gros, on réfléchissait sur la notion de format tout à l'heure. Et je pense qu'on n'est pas dans les formats longs, justement, qui permettent de creuser à fond les sujets. On est sur des formats courts qui permettent d'en survoler beaucoup et au final de finir par être un peu expert au bout de quelques temps. Il y avait la question aussi du journalisme de solution. Donc tous les jours, on a une bonne nouvelle ou une bonne idée, parce que sinon, on a envie de se flinguer. Et je pense que vous avez tous constaté ça dans vos métiers, dans vos lectures. Et donc, je rejoins beaucoup ce que vous disiez là-dessus. Je trouve ça assez fondamental aujourd'hui de ne pas laisser les gens démunis une fois qu'ils ont constaté la catastrophe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait ? Il y en a qui diront les dosettes biodégradables. Moi, je considère que ce n'est pas une solution. Et donc, il faut essayer de voir effectivement ce que des gens ont fait, les expériences sociales, et pas laisser les gens les bras ballants. Il y a une question que je me pose et que j'ai envie de vous poser. C'est qu'aujourd'hui, contrairement à tout un tas d'autres sujets journalistiques, on est dans notre terrain. C'est-à-dire qu'on parle de climat, on est dans le climat en fait. On ne peut pas s'extraire de ce sujet-là et ça en fait un sujet qui est très différent de tous les autres. Quand on fait des sujets sur le syndicalisme, on n'est peut-être pas soi-même syndiqué, on a peut-être un regard extérieur et là c'est un peu fini quoi. Et donc je me demande, il y en a qui ont déjà répondu à cette question dans d'autres médias et nous on n'a pas tranché, ou plutôt on l'a pas tranché de ce point de vue-là. Est-ce que le journaliste aujourd'hui doit dire je, s'inclure dans son sujet et est-ce que c'est pas une manière aussi de s'engager, pas d'un point de vue militant ou politique, mais simplement en tant que personnage qui fait partie d'un terrain qui est en train de changer. Et c'est à la fois une manière éventuellement de montrer qu'on n'est pas hors de la société et du climat,
et peut-être une manière aussi de toucher les gens un peu plus directement. Moi je dis ça, c'est pas le choix qu'on a fait, et c'est pour ça que je serais curieux d'avoir un peu votre avis là-dessus. Même si en France on est la tradition, on s'extrait systématiquement et que c'est une tradition plus anglo-saxonne, quoi. Enfin, moi, il me semble que toutes les formes de journalisme peuvent cohabiter. Donc, il peut y avoir dans le même média peut-être des journalistes qui disent je, et puis d'autres sujets qui sont abordés de façon plus lointaine, plus objective. La subjectivité, ça peut être aussi revendiqué à certains moments. Enfin, je sais pas, moi, il me semble que il faut explorer plein de façons différentes de traduire les sujets sur l'urgence climatique. Et si vous semble un moment que le fait de dire « je », ça peut faire venir d'autres personnes, bah, pourquoi pas. L'identification, on le sait bien, c'est aussi un ressort important. Donc, J'entends votre question comme mettant, enfin, c'est un peu ce que je disais au début, c'est-à-dire de façon quasiment existentielle, ce sujet-là n'est pas comme un autre. Et donc, en effet, vous posez la question dès qu'on traite du climat, est-ce qu'on n'est pas forcément en train de dire « je ». Voilà, c'est ça que vous dites, il me semble. Donc, en effet, chacun doit traiter. Pour moi, il y a quand même un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour analyser l'information, il y a un temps pour la restituer, il y a un temps pour exprimer son émotion sur l'information, et il y a aussi peut-être un temps, comme je disais, pour militer. Voilà. Donc, voilà, chacun a son chemin personnel. Moi, j'ai fait part du mien. Et je pense que chaque journaliste doit vraiment réfléchir quand il est sur ces sujets à comment il vit son émotion par rapport à l'information. Parce qu'il y a une émotion, cette information-là n'est pas neutre, elle dégage une émotion singulière, mais il faut être lucide par rapport à ça et pas faire comme si c'était vraiment un sujet comme un autre et j'allais dire évacuer cette émotion. Il faut la regarder en face et la traiter. Voilà. Alors, j'ai pas de réponse, mais pour le coup, je questionnerai la rédaction. On se questionnera avec la rédaction là-dessus. C'est une excellente question. Je pense que l'intérêt, c'est qu'effectivement, la question du climat, comme tu le disais très bien, c'est un sujet qui nous touche à tous. Donc, il y a une question du biais qu'on va nécessairement avoir avec nos propres craintes. Je pense que la question du biais, c'est une question que n'importe quel journaliste peut aussi se poser sur n'importe quel sujet. J'aime bien effectivement la réponse que vous avez pu faire sur... Je pense que le journaliste peut aussi plus ou moins s'impliquer. Je pense que ce qui est important, c'est par contre la transparence de la démarche par rapport au lecteur, à l'auditeur ou à la personne qui vient nous voir en conférence. Savoir quelle est la démarche, quelle est l'implication du journaliste au-delà de son rôle et de son métier, de aussi la personne citoyenne qu'elle peut être dans l'implication dans un papier, dans une investigation ou dans un combat particulier. Je pense qu'il y a ça. Le contrat qu'on doit faire, il y a un contrat de lecture qu'on a avec son lecteur. Et plus on est transparent là-dessus, plus je pense moins il y aura de défiance vis-à-vis du papier ou du message qu'on laissera passer. Parce que ça permet de donner des filtres de lecture donc encore une fois, aux lecteurs pour notamment les formats de newsletter comme tu peux avoir. Moi, je n'ai rien à ajouter. C'est vrai que si le sujet s'y prête, pourquoi pas dire je ? Mais ça dépend du sujet. Si c'est la meilleure façon de raconter une histoire, oui. Une question ici, et après je viens vous voir. Et après je reviendrai vous voir. Bonjour. Je m'adresse surtout à vous deux. Donc, j'entends votre voix, votre ambition de convaincre les simples gens de s'engager dans des petits pas, dans des solutions, journalisme de solutions. Vous avez parlé que il y a des petits pas et des grands pas. Et c'est les grands pas qui m'intéresseraient. On est dans un contexte où il y a tous les mois des milliers, des dizaines de milliers, même peut-être des centaines de milliers de gens, de jeunes, pas votre public quand même, mais des jeunes qui ont protesté pour le climat. Et qui, j'ai assisté à plusieurs, j'ai regardé les panneaux, et ce n'était pas de revendiquant des petits pas, mais des grands pas. C'est-à-dire au gouvernement de faire des grands pas pour assurer que les gens puissent faire leurs petits pas. Ce contexte me dit que bien que vous contestez les statistiques
la collègue de JNE a donné sur, l'insatisfaction des médias traitant les questions du climat, mais l'insatisfaction du gouvernement de régir. Et j'entends encore le ministre de l'Environnement qui a déclaré, après de grosses manifestations, que le gouvernement a tout fait. Et maintenant, c'est à vous à agir. C'est-à-dire que les manifestants, vous vous souvenez de ça? Oui. D'accord. Donc, ma question est, quels sont les grands pas pour vos médias? Vous dites que, qu'est-ce que votre public, est-ce que votre travail, très engagé, va jusqu'à demander des solutions qui permettraient vraiment, parce que j'ai entendu, je ne sais plus si vous avez dit, que malgré ce travail, etc., il y a plein d'informations et pourtant les choses ne changent pas. Donc, est-ce que c'est parce que les gens ne font pas assez de petits gestes ou c'est parce qu'il y a un travail et est-ce que vous faites ce travail de travailler sur la législation? Alors, je vais vous répondre à ça en vous disant, on est simplement journaliste. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour sauver le monde non plus. C'est-à-dire que nous, on est là pour informer. Ce que j'essayais de vous dire, en fait, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, et je comprends la question du, effectivement, il y a un énorme pas à faire. À un moment, mettre sur les médias, en fait, un rôle, un pouvoir de faire basculer une société, je vous le dis, c'est pas possible. Oui, bien évidemment qu'il y a une question. Alors, bien évidemment, ça sur le coup, je peux pas aller à l'encontre. Effectivement, on a un rôle de contre-pouvoir, mais qu'il ne faut pas démesurer dans le rôle qu'on peut avoir. Nous, notre rôle alors moi en tout cas, à la taille à l'échelle de Mouvement Up, moi mon contre-pouvoir, c'est d'informer les gens. À un moment, on ne peut pas responsabiliser les gens à leur place, et on ne peut pas à un moment bouger un système parce qu'on est des médias. C'est pas possible. Nous, notre job, en tout cas au Mouvement Up, notre job, c'est d'informer pour que les gens se responsabilisent. C'est ça, pour qu'à un moment, il y ait un changement de mentalité sociétale. Je vous donne un exemple. Le bio, quand ça a démarré, tout le monde s'est dit, c'est un truc de bobo, ils sont 4, ils peuvent le faire parce qu'ils ont le pouvoir d'achat, etc. En attendant, le fait qu'il y ait de plus en plus de consommateurs de ces produits-là a fait que même les grands magasins se sont mis à faire des marques. C'est une croissance à 2 chiffres. Si la société civile n'avait pas effectivement montré son intérêt sur cette production-là, les grandes chaînes et les grands groupes n'auraient pas changé. Donc en fait, moi, et encore une fois, je parle au nom du Mouvement Up, c'est de... Bien sûr. Et ce que je veux vous dire, c'est que moi, mon job, c'est d'informer le plus grand nombre. Après, de là à faire basculer un système, une gouvernance, c'est impossible. Je vous le dis, c'est pas possible. On n'en a pas le pouvoir. Mais on n'en a pas le pouvoir. Tous les médias étaient anti-Trump. Et on va laisser les intervenants répondre peut-être, parce que je crois qu'on a bien compris. Je voulais juste dire que notre rôle, ça peut-être être déjà de rappeler que je crois qu'il y a une étude qui montre que les petits gestes qu'on peut faire au niveau individuel, c'est 25% de la solution. Donc peut-être on peut... parce qu'après, ça dépend aussi... Enfin, en tant que journaliste, ça dépend aussi du public auquel on s'adresse. Mais peut-être que ça, on peut le dire à tous, c'est que les petits gestes, c'est bien, mais de toute façon, ça sera que 25% de la solution. Donc, et après, montrer qu'il y a une autre partie de la solution. Il y a de plus en plus de gens convaincus, mais que ça n'avance pas. Ok. Il faut du temps. Non, mais je redis un peu ce que tu as dit, mais l'influence des médias, elle existe. Mais ce n'est pas un absolu. Ce n'est pas parce que les médias américains étaient anti-Trump qu'il n'a pas été élu. Il n'y avait que Fox News qui était pour Trump, et voilà, et il a été élu. Donc ce n'est pas l'alpha et l'oméga, la puissance médiatique. Deuxième chose sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ces grands pas se fassent. C'est vrai que c'est à nous, journalistes, de questionner
les hommes politiques systématiquement d'aller les chercher sur ces enjeux-là, mais ça nécessite un peu de formation de la part des journalistes. Et ça, malheureusement, c'est ça qui peut-être pêche aujourd'hui. Les journalistes sont très forts pour parler de la politique politicienne, des petites bisbilles entre les uns et les autres, beaucoup moins pour contredire quelqu'un qui va avoir une position pour ou contre les éoliennes en ce moment. Donc c'est vrai que c'est une question qui est complexe. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a un manque de formation des journalistes politiques et des journalistes en général face aux politiques. Et c'est à nous d'aller les chercher et pour que les grands pas se fassent. Mais s'il y a une avancée citoyenne forte, alors il y a eu les Jeunes pour le climat, bon, ils ont eu une très bonne presse. Est-ce qu'ils étaient aussi nombreux? Est-ce qu'ils représentaient vraiment toute la jeunesse? Je ne sais pas. J'en suis pas sûr en tout cas. Mais ils existaient et ils ont eu beaucoup d'écho. Mais peut-être qu'il faudrait que ce mouvement de la jeunesse pour le climat s'élargisse et convainque aussi tout le reste de la jeunesse. Je suis dans le fond de la salle avec une autre question. Alors non, c'est pas vraiment une question, c'est juste une remarque de citoyenne et de journaliste qui vit dans ce monde. Je voulais juste dire que j'avais très très mal vécu la crise du Covid qui fait partie de notre environnement de cette année, et de l'année dernière, que les questions environnementales m'ont toujours intéressée et mis en colère au vu des décisions qui pouvaient être prises, notamment contre les... Pardon, qu'est-ce qu'il y a? Ah bon. Donc, oui, pardon. Et puis que pendant cette dernière année, je me suis beaucoup intéressée justement au climat et aux volcans et aux tremblements de terre. Juste parce que les volcans, il y avait des éruptions au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et que quand j'ai cherché des informations, par exemple une modélisation de ces problèmes-là sur Internet, j'ai trouvé qu'un site américain qui me donne une modélisation globale sur l'ensemble du monde, ce que je trouvais intéressant. Et voilà, c'était juste... Et ce site, il s'appelle Morning Dew. Voilà. Donc je ne sais pas si ça appelle une réaction ou peut-être... On ira voir. J'avais une... je suis désolée. Il y a quelqu'un devant. Et après, je crois qu'il va falloir qu'on fasse vite parce qu'il y a un autre débat. Non, ça va, on a encore un peu le temps. Vous aviez une question ? Oui, j'avais une question, c'est est-ce que vous avez l'impression que globalement les journalistes qui traitent ces questions-là sont des journalistes qu'on pourrait qualifier d'écolos, plus que sur d'autres sujets où on peut avoir plus de distance par rapport à son sujet, un journaliste qui va traiter, qui va suivre la gauche, n'a pas forcément voté à gauche et inversement. Est-ce que quand on traite de ces sujets-là, est-ce que globalement, dans ceux que vous connaissez dans vos collègues, est-ce que globalement c'est tous dans leur vie plutôt des gens convaincus, des militants, etc. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est logique? Est-ce que ça peut être problématique à un moment donné? Est-ce qu'il y aurait intérêt à voir émerger aussi des journalistes qui traitent de ces sujets-là en étant, sans être climato-sceptique, mais en étant... Non, mais je veux dire, on peut très bien traiter ces sujets-là sans les mettre au premier plan de ses intérêts de sa vie. Voilà, on peut être passionné par la culture et moins par l'environnement, et pour autant être un bon journaliste qui traite ces sujets environnementaux. Je ne sais pas, c'est une question. Est-ce qu'il faut forcément être très intimement intéressé par ces sujets et convaincu et militant pour les traiter? Et est-ce qu'il n'y a que ça en fait dans la profession ou pas? Merci. Moi, il me semble que c'est le sujet qui modifie le regard. Il y a plein de gens, de journalistes qui arrivent, qui connaissent rien à l'environnement. Et le fait de traiter ces sujets-là, ça va modifier leur regard. Quand on suit de près le rapport du GIEC, par exemple, on voit que le scénario à 1,5 degré, qui déjà modifie notre vie, on voit que c'est vraiment la fourchette la plus basse et que ça risque d'être encore plus fort. Enfin, les changements qui vont nous affecter vont être plus forts. Bah forcément, on reste pas de marbre. Donc, je pense qu'on peut arriver à ces sujets en étant distant, voilà. Mais qu'après, forcément, ça nous questionne aussi en tant qu'individu.
Mais c'est pas, pour moi, le fait, l'engagement n'est pas un préalable. Mais je pense que, de fait, comme ça questionne notre vie, notre mode de vie, et les fondements même de la vie, je pense qu'après, on ne peut pas y rester insensible. Ouais, puis moi, c'est assez vrai que la plupart des journalistes qui sont sur ces questions essayent d'appliquer plein de gestes écolos dans leur vie, dans leur quotidien. Après, parce que le constat scientifique sur le climat, il est quand même assez net. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Après, sur quelles solutions adopter pour parvenir à zéro carbone d'ici je ne sais pas quel horizon, là, il peut y avoir des dissensions pour ou contre la voiture électrique, pour ou contre, je ne sais pas, l'agriculture bio partout, tout le temps. Voilà, tout ça, c'est des questions. Chaque journaliste peut se les poser. Après, sur la question du climat, le fait qu'il faille changer nos modes de vie, tous les journalistes qui traitent ce sujet-là, c'est évident. Ils ont conscience de ça. On peut prendre encore... Pardon, excuse-moi. Oui, non, mais ça me faisait penser à autre chose. Moi qui fréquente beaucoup de journalistes spécialisés en environnement, il y en a qui mangent de la viande, il y en a qui n'en mangent pas, il y en a qui prennent l'avion, il y en a qui ne prennent pas. Enfin bon, après, chacun met le curseur où il veut. Mais enfin, chacun sait en tout cas que ce sont des questions importantes. Tu voulais dire quelque chose ? Ok, on va prendre encore deux questions. Attends, pour l'avion, il y a aussi quand même des rédactions qui se posent la question maintenant. Enfin, là, j'ai parlé des journalistes en tant qu'individus, mais il y a quand même des rédactions qui collectivement se posent la question maintenant du bilan carbone. Est-ce qu'on va envoyer un journaliste à l'autre bout du monde pour faire un reportage ? Peut-être qu'il y en a un qui est déjà là-bas et qui peut faire le reportage. Voilà, je pense qu'il y avait une table ronde ce matin. Alors, à mon avis, j'espère que c'est possible. Il y a certaines tables rondes ou certains ateliers qui sont disponibles en replay. Et il y avait vraiment un débat ce matin là-dessus, sur c'est quoi une rédaction zéro carbone. Et c'est vrai que c'est intéressant. On peut prendre encore deux questions, si vous promettez d'être brève. Ok. Bonjour, je suis Juliette Noël. Donc je suis là à double titre. Je suis journaliste, mais je suis aussi animatrice d'un atelier qui s'appelle La Fresque du Climat, avec Anastasia Dereb qui est là. Et je rebondis sur quelque chose qu'a dit François Pitrel. Manque de formation sur les questions scientifiques et climatiques. Nous sommes là pendant 3 jours pour vous faire découvrir cet atelier qui en 10 minutes, en vrai, quand on y joue, ça dure 3 heures. Et au lieu de prendre des heures à lire les 4000 pages du rapport du GIEC, en 3 heures, vous aurez compris l'essentiel. Voilà. Mais c'est ici à Tours, aux Assises. Ok. C'est gratuit. Très bien. Et il y avait une question dans le fond, c'est ça ? Oui. Oui, bonjour, je vous ai écouté et c'est vrai que le climat, ça ne fait pas vendre, dit comme ça. Cependant, il y avait une formidable occasion cette semaine en la qualité de la primaire écologiste. Et on sait que la politique intéresse les Français. Et je voulais savoir pourquoi le dernier débat entre Yannick Jadot et sa concurrente Sandrine Rousseau, pardon, était diffusé à 8h30 le matin. Parce que c'est la plus grosse audience de la journée. D'accord, c'était ma question. Parce que... oui. Super, merci beaucoup. Bon, super, question brève, réponse brève, c'est parfait. On peut en prendre une autre. Du coup, vous aviez levé la main, c'est ça ? Bonjour, moi je suis journaliste, tu me connais Macha. Moi j'ai fait beaucoup d'enquêtes et pour répondre un peu à votre interrogation tout à l'heure, moi j'étais pas du tout journaliste écolo, moi ça fait 20 ans que je fais ce métier, je fais un métier pour la télévision. Et moi c'est mes reportages en fait qui m'ont changé, qui m'ont éveillé quoi. Quand on fait les perturbateurs endocriniens pour un envoyé spécial, ça vous change. Quand on fait la pollution des bateaux de croisière, ça vous change quoi. Donc ouais, après vous avez envie de lire les rapports du GIEC, d'aller faire la fresque du climat que j'ai faite et qui est formidable. Et c'est là que la conscience s'éveille et dit une fois qu'on sait, on ne peut plus s'asseoir sur son canapé et faire les mêmes sujets comme avant. Voilà, tout simplement. Et effectivement, on bascule vers le journalisme de solution, ce que j'ai fait. Est-ce que tu pourrais peut-être du coup en parler et montrer comment est-ce que tu accompagnes toi les journalistes, parce qu'il y a une question effectivement d'appropriation des sujets scientifiques, mais il y a aussi une méthode pour faire du journalisme de solution. Ça serait peut-être intéressant de t'en parler. C'est gentil. Alors moi en fait, j'ai rejoint le Solution Journalism Network, qui est donc une organisation américaine fondée par 2 journalistes du New York Times en 2013, qui ont justement se sont aperçus que le journal de solution pouvait être aussi très mal pratiqué. Et donc, ils ont élaboré une formation très rigoureuse où l'idée, c'est vraiment, je vais aller comprendre cette solution, c'est-à-dire la décrire, l'expliquer, comment elle marche, montrer ses preuves d'efficacité, quel éclairage on peut en tirer
en quoi elle peut être répliquée ailleurs, dans un autre pays, une autre communauté, et surtout ses limites. Voilà. On n'est pas là pour faire la promotion du militantisme, et je pense que c'est très important de garder cette rigueur quand on fait le journalisme de solution, et qui n'est pas comme, vous craignez madame, que ce ne soit que les 25%. Non, le journalisme de solution ne se réduit pas à la politique des petits pas. Il y a plein de choses. La justice climatique aujourd'hui, est-ce une solution d'attaquer l'État? Voilà. C'est intéressant d'aller investiguer ça. Donc moi, je pense, les entreprises, que font-elles? Comment réduisent leur empreinte carbone? Là, il y a plein de sujets de solutions à faire. Voilà. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est important qu'effectivement, les journalistes se forment à ces enjeux-là. Il faut qu'on en prenne conscience. On n'est pas obligé de devenir militant ensuite. On peut garder son regard journalistique, c'est très important, sa distance, et apporter aussi des réponses aux problèmes climatiques. Je pense que c'est un enjeu, une responsabilité fondamentale pour les journalistes de demain. Voilà. Merci beaucoup. Et accessoirement, c'était pas prémédité. Voilà. Ok. Merci. Merci à tous et merci surtout aux intervenants. J'ai trouvé que c'était des échanges vraiment riches. Merci. Voilà, on laisse la place au débat suivant.